Madame, monsieur, bonsoir. Il n'est pas de hasard, il est des rendez-vous, pas de coïncidence. Chaque dimanche soir, nous avons rendez-vous avec vous sur Canal Algérie et de Culture Club, bien sûr, pour décrypter toute l'actualité culturelle auprès des intranquilles, des faiseurs de sens et surtout de ceux qui font bouger les lignes. Première escale qui va nous emmener aux quatre coins du monde, plus précisément entre Los Angeles et Alger, pour dire bonsoir à notre premier invité. Anwar Hadj Smaïl, bonsoir. Bonsoir, cher Merci Karim. d'accepter notre invitation. Vous êtes réalisateur, producteur, scénariste, je le disais, vous vivez entre les États-Unis mais également Alger. On vous doit des films documentaires, des longs métrages également qui ont eu énormément de succès. Je vais citer quelques-uns pour ceux et celles qui ne vous connaîtraient peut-être pas. L'Axe du Mal, mais également Les Champs de bataille, Battlefield, qui a obtenu des prix aux quatre coins de la planète. De quelle façon est-ce qu'on revendique, on approche d'abord son algérianité dans le cinéma? Qu'en est-il de la production algérienne, donc justement, et de sa visibilité aux États-Unis? Est-ce qu'elle existe? De quelle façon est-ce qu'on la traite aujourd'hui à travers ce monde dans lequel on est envahi d'images, encore une fois? Est-ce que les thématiques proposées par nos jeunes réalisateurs ou ces plumes émergentes a réellement une visibilité, une critique et de quelle façon est-ce qu'on approche tout ça? Eh bien, nous allons provoquer, pour vous poser toutes ces questions et bien d'autres tout au long de l'émission. Merci beaucoup d'être avec nous, Anwar Hadj Smaïl. Merci à vous. Le 28e Salon international du livre a refermé ses portes il y a seulement quelques jours, donc un bilan s'impose auprès de ceux qui nous ont nourris pendant pratiquement une dizaine de jours, des livres toujours et encore. Ce soir, sur le plateau de Culture Club, pour cela, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Ahmed Boudermine. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur général de la maison d'édition Al-Qubbiya qui, elle, nous renvoie vers une très très belle région face à la mer. C'est bien sûr Skikda aujourd'hui. Je parlais bien sûr de bilan et j'imagine le regard interrogateur de ceux qui nous regardent ce soir en disant mais Monsieur Amiti, vous avez invité Al-Qubbiya, mais pourquoi ne pas inviter d'autres maisons d'édition comme Kasba, Shihab, Barzakh? Eh bien sachez encore une fois que toutes ces maisons d'édition seront avec nous pour les prochaines aventures pour justement faire le point et donner le bilan de tout ce qui s'est passé pendant une dizaine de jours. Édition, coédition, rachat de droits, l'édition et le multilinguisme. Il en sera également question avec notre deuxième invité, Ahmed Boudermine. Merci d'être avec nous aujourd'hui Merci, pour cette autre aventure nocturne. Bonjour, et puis merci. nous parlerons également de livres, certainement, parce que cet objet de désir et de plaisir nous réunit encore une fois sur les ondes voyageuses de Canal Algérie. Nous parlerons de contes, encore une fois, une thématique extrêmement sensible, aujourd'hui soutenue par le ministère de la Culture pour la préservation, pour la réhabilitation de notre patrimoine immatériel. Et pour cela, nous avons bien sûr le plaisir d'avoir avec nous, comme troisième invité sur le plateau de Culture Club, Mina Belmehoub. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter notre invitation. Ravi. Alors, écrivaine, avec vous nous reviendrons sur certaines manifestations qui ont réellement intéressé le grand curieux que je suis. C'est les nuits étoilées de Haïtini. Il y a également l'ouverture du film européen de Timimoun. de Timimoun. Apparemment, j'ai bien compris que les régions du Grand Sud, vous habitez, Mina Belmehoub. Ouais. La nuit du conte également et la valorisation de ce patrimoine plusieurs fois centenaire, nous en parlerons ce soir. Et nous provoquerons également un débat autour des thématiques du conte. Y a-t-il un conte? La revendication, du moins l'identité du conte, a-t-elle réellement aujourd'hui un sens dans cette société en mouvement, dans ce monde en mouvement aujourd'hui? Les personnages, leur identité, leur voyage dans le temps et dans l'espace, nous en parlerons ce soir bien sûr dans Culture Club. Rebonsoir Anwar Hadj Smaïl. Merci encore une fois d'accepter notre invitation pour entrer directement dans le vif du sujet. Nous allons revenir sur deux grands événements, deux grands rendez-vous qui ont porté la production cinématographique algérienne de ces derniers mois. C'est le festival du film méditerranéen de Annaba, mais c'est également le festival international du film d'Oran auquel vous avez participé. Est-ce à travers ces deux manifestations internationales, on peut réellement parler d'une redynamisation d'un secteur cinématographique et comment justement vous l'approchez aujourd'hui en matière de production et en matière de thématiques traitées? Tout à fait. Donc, rebonsoir, ravi d'être parmi vous. Donc, j'ai assisté au festival international du film arabe d'Oran, mais pas à celui de Annaba, parce que j'étais pas ici. Mon expérience était bonne, donc ça m'a permis de voir des films qui
quelques-uns étaient donc algériens, des productions algériennes, et d'autres qui venaient d'ailleurs, donc du monde arabe. Et effectivement, je pense que bon, c'est là la force du cinéma, nous faire voyager aux quatre coins du monde à travers juste une réalisation, une vision d'un réalisateur venant d'un ailleurs lointain. Voilà, c'est censé donner donc l'occasion et l'opportunité aux jeunes créateurs d'exprimer leur vision à travers donc des productions cinématographiques. Mais le but même donc d'un festival est censé donc non seulement montrer ces films, mais essayer de les faire distribuer, bien sûr, parce que pour que ça se voit, il faut que ça voyage dans le temps et dans l'espace. Il faut que ça aille au-delà donc des frontières de notre beau pays. Et donc, comme je disais, pour cela, il faut inviter aussi des distributeurs, au-delà des, disons, les réalisateurs, producteurs, scénaristes qui ont été invités. Il faut aussi inclure des distributeurs qui soient du monde arabe ou même d'Occident, d'Asie, pour faire connaître ces travaux qui sont importants. Et ces ambitions, jeunes ambitions algériennes qui essayent de s'exprimer. Donc voilà. Et dans quelle thématique les jeunes réalisateurs et les scénaristes plongent-ils leur encre en matière de thématiques, donc justement 2024-2025, Anwar Haj Ismail? Absolument. Alors, les quelques films que j'ai vus, donc les films algériens, il y avait bien sûr le film de Zeroud Youssef que j'ai vraiment apprécié. Je pense que c'est un film qui a été bien réalisé, l'interprétation aussi du jeune acteur Nemous, j'ai oublié, je m'excuse le prénom, mais Monsieur Nemous, un jeune acteur de talent qui a très très bien interprété le personnage donc, de Zeroud Youssef, qui a joué juste. Donc il y avait ce film-là, donc à propos de la Révolution, mais il y avait aussi un film de science-fiction. C'était une sorte de thriller psychologique. C'est assez rare chez nous. C'est assez rare, effectivement, et c'est un thème qui, je dirais, est un peu difficile à porter à l'écran. Mais je pense quand même que ça a été bien fait comme film. Maintenant, pour ce qui est des thématiques, j'imagine que les jeunes réalisateurs que nous avons, scénaristes même, essayent d'aller au-delà de ce qui s'est fait traditionnellement en Algérie, en l'occurrence des films sur la Révolution, des films sur la société. Ils s'attaquent à des sujets qui sont un peu, disons, hors normes, qui reflètent leur propre vision, non seulement d'eux-mêmes, de leur société et aussi du monde. Avec lesquels vous avez eu à confronter vos idées, à échanger donc justement avec eux, Anwar Haj Ismail. J'ai pas forcément eu l'occasion d'échanger donc avec ces quelques réalisateurs, parce que, bon, bien sûr, dans un festival, il y a beaucoup de monde, il y a une presse qui est, comment dire... mais vous n'êtes pas n'importe qui non plus, à travers l'axe Lumal, mais également Butterfield, je le rappelle encore une fois, champ de succès et de visibilité aux quatre coins du monde. Oui, écoutez, moi je suis... vous êtes une véritable référence. C'est gentil. Aujourd'hui, pas la peine d'être gentil dans le sens qu'il faut être professionnel et non, direct. Bien sûr, non, tout à fait. Non, je te remercie pour le compliment, cher Karim. Moi, si tu veux, je fais ce que font les autres, disons, scénaristes, réalisateurs, producteurs. J'exprime mes idées et ma vision de différentes choses dans des écrits, donc dans des scénarios que j'écris, que je réécris, que je réexamine, que je montre à des gens auxquels je fais confiance, et que je produis, que je fais un film. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on doit exprimer son art, comme on dit. Butterfield, je le rappelle, qui a fait le tour du monde et qui a remporté différentes récompenses, dont celle du meilleur réalisateur, meilleur film, meilleur acteur, meilleur scénario à Los Angeles, New York, Russie, Italie, Bulgarie, Hollande. Et en 2024, vous rêvez, donc justement, on va y revenir dans quelques instants après la bande-annonce, bien sûr, de votre film, de réaliser Le Roi d'Amsé, sélectionné par la prestigieuse commission royale de Jordanie. Butterfield, c'est ici et maintenant dans Culture Club. Regardez. Is the ride for you? Drive. لازم تنامين وترتاحين عشان صحتك. لازم تنامين. Where are you from? Iraq. خذي. Lost a lot of brothers in that shithole. Well, it was not a shithole until you came and made it one, right?
faster. I haven't got all day. You have to be patient. Hey, Haji, you don't know anything about me, all right? I want your opinion. I'll give it to you. هتجيب ياسمين للبيت اليوم؟ Do you have any idea what I sacrificed for you and your people? أنت بأمان، حنياتنا بأمان. Let's all stand before the judgment of the Lord. Battlefield, je le rappelle pour ceux et celles qui viendraient tout juste de nous retrouver sur Canal Algérie de Anwar Hadj Smaïl. On va revenir bien sûr à cette thématique. Vous nous faites rencontrer deux personnages, ce sont deux écorchés vifs. Un réfugié irakien, chauffeur de limousine, et un vétéran de la guerre d'Irak. Tout à fait. C'est, l'idée de battlefields, comme on dit, ou champ de bataille en français, m'est venue juste après l'invasion de l'Irak. Et clairement un événement qui m'a fait beaucoup de mal émotionnellement, comme beaucoup de gens à travers le monde. Et je ne savais pas vraiment comment répondre à une telle injustice. Je me disais, comment pourrais-je contribuer à un petit quelque chose qui puisse exprimer ce rejet de ce qui se passait de cette injustice. Mais ce sont deux destins complètement éclatés. Voilà, tout à fait. Et puis, en rencontrant un réfugié irakien à Los Angeles, qui était de Bagdad, Adel El-Tamimi, on avait échangé et tout, et il m'avait expliqué qu'il avait quitté l'Irak, qu'il s'était réfugié aux États-Unis. Dans des conditions terribles. Des conditions vraiment terribles. Humainement terribles. Voilà, qu'il avait été installé dans le désert de l'Arizona avec ses parents, et il avait quitté l'Arizona pour venir à Los Angeles pour essayer de faire du cinéma. Donc on a discuté un peu, et puis par la suite on s'était perdu de vue. J'ai revu Adel, je vais dire peut-être une quinzaine d'années, ou une dizaine d'années plus tard, et Adel était devenu un champion de karaté national aux États-Unis, parce qu'apparemment il faisait ça en Irak. Ouais. Mais les différentes conversations que j'ai eues avec lui m'ont inspiré à écrire ce personnage du réfugié irakien qui conduit une sorte de limousine ou un Uber ou l'équivalent d'un Yessir chez nous, et qui un jour rencontre un vétéran de la guerre d'Irak, un vétéran américain qui est rentré de cette guerre-là, de ce conflit-là, et dont la vie bascule des effets néfastes du syndrome de stress post-traumatique. Et donc, pendant le trajet qu'ils font, clairement, ils découvrent l'un et l'autre, qui est l'un et l'autre, et le passé de l'un et l'autre. Et il y a une sorte de tension au début qui s'installe entre les deux. Et puis cela mène à des circonstances qui seraient, je vais dire, un peu extraordinaires. Ce qu'il y a je pense, d'intéressant dans cette histoire, c'est qu'on a essayé de rester loin de la politique internationale. Et pourtant, elle nous rattrape. Elle nous rattrape, effectivement, mais je pense que ma vision à moi, c'est que comme il y a trop de politique dans notre vie, j'ai essayé de souligner l'humanité de l'un et l'autre, et comment que la guerre affecte des gens qui pourraient être de différentes nationalités, différentes foi, différentes cultures. Et cela peut se passer aux quatre coins du monde. Ça peut se passer n'importe où. Tout à fait. Et donc l'humanité et ce qui doit triompher en fait. Et c'est ce qu'on montre dans le film. La déchirure, le déchirement, il en est question bien sûr à travers cet exil intérieur et cet exil géographique dans Battlefield. Je le rappelle encore une fois, champ de bataille. Il y a comme une forme, je peux me tromper, cela dit en passant, c'est juste ma vision des choses à la vue de vos productions, donc l'axe du mal, Battlefield. Et aujourd'hui, ce qui se passe en Palestine. Absolument, absolument. Je pense que l'Algérien que je suis est très sensible, bien sûr, à ce qui se passe en Palestine. Parce que clairement, une autre grande injustice qui n'a pas commencé qu'il y a 2 ans de cela. C'est quelque chose qui dure et perdure. La folie des hommes n'a pas de frontières. Un siècle, absolument. Ouais. Et donc, on ne peut que s'insurger. Me concernant d'une façon bien sûr culturelle, pour essayer d'exprimer bien sûr encore une fois ce rejet de cette injustice qui est faite aux Palestiniens, mais bien sûr à travers des écrits, à travers des films, parce que c'est un outil, je pense, qui est à notre disposition et qu'on doit vraiment utiliser pour raconter qui nous sommes, raconter notre culture, qui est souvent dévisagée par beaucoup de gens, beaucoup
raconter donc notre culture, notre humanisme à travers notre propre vision. Il y a beaucoup de films qui se font sur le monde arabe, sur la Palestine et ailleurs, mais c'est toujours malheureusement d'après une perspective qui est occidentale. Pas pour dire du mal de nos amis occidentaux, c'est pas du tout ça. Mais en fait, je pense qu'il est très très important que nous arrivions à raconter notre propre histoire nous-mêmes. Parce que nous avons une perspective qui est très très différente donc des choses et de ce qui nous est arrivé et du futur que nous voulons avoir, non seulement pour nous-mêmes, pour nos enfants, mais aussi pour nos relations avec les autres. Notre image doit impérativement être écrite et réalisée par nous-mêmes d'abord, Oui, en premier lieu. Je suis tout à fait convaincu que pour transmettre ou dire qui nous sommes, il n'y a pas mieux que nous. On ne peut pas demander à, je ne sais pas, j'utilise un nom comme ça, à un Bernard ou à un John ou avec tout le respect que je dois à tout le monde, de nous dire qui nous sommes quand même. Parce que bon, nous connaissons notre culture, nous connaissons sa valeur, sa beauté, sa richesse, et c'est à nous de l'exprimer. Et dans Battlefield, les acteurs principaux de cette intrigue, j'allais pratiquement dire, c'est c'est Sean Stone, bien sûr le fils d'Oliver Stone, pour ne parler que d'un film Apocalypse Now, entre autres, et puis d'autres grandes réalisations cinématographiques, et vous-même, l'idée d'incarner ce chauffeur irakien réfugié s'est imposé à vous, et de quelle manière? Absolument. Alors, donc, effectivement, le bonhomme qui a joué le rôle du vétéran américain est Sean Stone, qui est un très très bon ami. J'avais montré le scénario à Sean pour avoir son avis. Clairement, parce que lui aussi est producteur, réalisateur, je voulais non seulement avoir son avis de ce point de vue-là, mais aussi pour savoir ce qu'il pensait de ce que j'avais écrit du vétéran. Parce que je ne voulais pas, en fait, voyons voir, me jouer de l'image d'un vétéran non plus. Parce que je vois tout le monde comme des êtres humains. Et comme son père avait fait donc, la guerre du Vietnam, je voulais savoir ce qu'il en pensait. Et donc après avoir lu le scénario, Sean m'avait donc recontacté. Il m'a dit, écoute, je pense que je voudrais bien jouer ce rôle. Donc j'ai dit, écoute Sean, moi je voudrais plutôt avoir un acteur qui aurait peut-être fait une de ces guerres. Ça apporterait une sorte d'authenticité donc, au personnage. Et ça ne ferait pas donc, de ce personnage aussi une sorte de caricature. Parce qu'il faut, je pense, toujours éviter de caricaturiser les personnages qu'on essaye de mettre à l'écran. Et donc, bon, on s'était vu, on a eu donc, une lecture du scénario, quelquefois. Et il m'avait révélé que son père, donc Monsieur Oliver Stone, excusez du peu. Pardon. Excusez du peu. Voilà, exactement. Donc il m'a révélé donc que son père avait, après avoir fait donc la guerre du Vietnam, avait été donc blessé 2 fois. Il était photographe bien sûr pendant la guerre et qu'il avait vécu depuis avec le syndrome de stress post-traumatique. Et on ne sort jamais indemne d'une quelconque guerre ou d'un quelconque conflit. Jamais de la vie. Et donc c'est quelque chose de laquelle il voulait s'inspirer pour effectivement interpréter ce personnage. Ce qui m'avait donc frappé, je me suis dit bon très bien, Sean a vécu avec quelqu'un qui traîne ce fardeau donc du PTSD ou du syndrome de stress post-traumatique. Donc laissons-le interpréter effectivement le rôle. Donc le premier jour de tournage, Sean était arrivé, il avait une balafre, bon, c'était un peu mon idée, et ça s'inspirait aussi, c'était un clin d'œil que je faisais à Oliver. C'est un monsieur qui est très très ouvert, très, très amical, très franc. Mais je voulais lui faire un clin d'œil par rapport au film qu'il avait réalisé dans le temps et qui était aussi un film qui dénonçait aussi l'impérialisme et la guerre, qui était Platoon. Et donc il y avait ce qu'on appelait le sergent Barnes. Et c'était donc le personnage méchant qui nous habite encore une fois aujourd'hui. Voilà, exactement. Qui avait des années plus tard. Voilà, une balafre qui devenait pratiquement un personnage en elle-même donc du film. Donc on avait fait la même chose pour Sean, pour inviter un peu ce conflit, donc irako-américain, l'inviter au plateau de Los Angeles. On voulait que la guerre soit là, mais d'une façon
subtile, mais elle était là, Suggérée, pas à travers les dialogues, pas à travers le visage de Sean ou même de En toile de l'Irakien, fond. mais plutôt à travers la balafre qui était là. Donc c'est un rappel bonhomme qui permanent. part dans un pays qui n'est pas le sien, il l'envahit et il fait des choses qui ne sont pas forcément bien et il rentre avec ses séquelles qu'il ne lâche plus, qu'il porte sur la peau. Et donc, comme je disais, Sean était venu donc au plateau et c'était quelqu'un d'autre. C'était pas l'ami que je connaissais. Sean était c'est un gars qui discute. Il a habité le personnage. Il avait habité le personnage et il avait adopté ce qu'on appelle la méthode. La méthode, c'est une des techniques qu'on utilise donc dans le monde de l'acting ou du jeu, qui a été donc instaurée par Monsieur Lee Strasberg, donc un bonhomme qui avait fait le Actor Studio dans le temps. Et la méthode donc encourage donc ceux qui veulent effectivement donc utiliser cette méthode ou cette technique de fréquenter des gens qui ressembleraient au personnage qu'on veut interpréter. Donc Sean avait donc fréquenté beaucoup de vétérans, dont son père, mais des vétérans qui souffraient du syndrome de post-traumatique. Il était arrivé, il parlait à personne, il était pratiquement en mauvaise humeur, comme le sont beaucoup de gens qui vivent cette condition donc psychologique. Et pendant tout le tournage... Les traumatismes de la guerre. Voilà, tout à fait. Pendant tout le tournage, il ne parlait, comme on dit, he didn't break character. Il n'a pas cassé son personnage, son caractère. Il est resté dans le personnage. Il ne plaisantait pas, il ne rigolait pas. Il était de mauvaise humeur pratiquement tout le temps. Et c'est ce qui a fait que, effectivement, voyant Sean à l'écran, c'était un vétéran qu'on avait à l'écran et non pas un acteur. Un film qui a bien sûr eu de la visibilité lors de l'organisation récente du Festival international du film d'Oran. D'abord, j'aimerais bien avoir le point de vue de ceux qui l'ont vu d'abord et quel a été leur regard et leur discours. Ça, c'est en premier lieu. Et en second lieu, Anwar Hadj Smaïd, je dois rappeler à nos téléspectateurs que vous êtes également membre du Screen Actor Guild et du Directors Guild America. Ce sont bien sûr les plus grandes instances hollywoodiennes qui représentent les acteurs, scénaristes et acteurs, les réalisateurs-acteurs, je le rappelle encore une fois, internationaux. Alors pour aborder directement cette question, avant de revenir à la première, est-ce que réellement aujourd'hui, les acteurs arabes en général, mais maghrébins et algériens en particulier, ont réellement de la visibilité et cette puissance de briller hors de nos frontières? D'accord. Alors déjà pour commencer, je voudrais dire que je peux apprécier effectivement le jeu de de certains donc des jeunes acteurs qui travaillent ici en Algérie et qui commencent éventuellement à s'exporter. J'en ai vu quelques-uns qui jouent très très bien. Voilà. Et maintenant, pour ce qui est de la visibilité, je ne suis pas aussi sûr que ce soit le cas. Je sais que certains de nos films, des films qui se font en Algérie vont effectivement dans des festivals internationaux, en Europe très spécialement. Mais je pense que ont-ils une place réellement aujourd'hui? Est-ce que les productions algériennes ont aujourd'hui cette possibilité, cette force de pouvoir s'imposer dans un milieu cinématographique qui pour certains reste fermé? Oui. Alors, ont-ils une place? La place, on ne la leur donne pas. C'est une place qu'il faut se faire. Et pour ce faire, il faut donc que nous ayons des scénaristes de niveau, des scénaristes qui étoffent bien leurs histoires, qui travaillent sur le développement des personnages, et des histoires qui racontent, bien sûr, comme on fait les films chez nous en Algérie, qui racontent l'Algérie, mais qui soient aussi universels, à travers lesquels les gens peuvent s'identifier. Donc voilà, donc la place, il faut se la faire. Il faut avoir donc des scénaristes qui écrivent des histoires qui se concentrent sur des thèmes bien précis, des histoires qui ne soient pas diluées, qui n'ont pas des thèmes qui s'auto-concurrencent. Parce que c'est très très facile de perdre l'attention d'une audience. Quand on voit un film, des fois on est confus par rapport, je ne parle pas des films algériens, mais en général, quand l'écriture n'est pas bonne, on est confus à propos de... On parle de quoi exactement? Est-ce qu'on parle de ce monsieur qui a un problème, disons, avec sa mère? Est-ce qu'on parle de cette jeune femme qui cherche du travail? Ou est-ce qu'on parle de... je ne sais pas. Mais des productions algériennes ont une visibilité, mais également une présence à l'international, en particulier lors des festivals de films arabes.
quelques festivals de films étrangers, ils glanent des prix aujourd'hui, mais qui n'ont malheureusement pas de visibilité, voire même de présence aux États-Unis. Alors, il n'y a pas du tout de présence, effectivement, aux États-Unis, mais je pense que pour que cela arrive, il faut que nous puissions aussi, comment dire, Comment bien- vous bien expliquez faire ces films. cette faille et cette Ouais. non-présence, cette non-visibilité Bon. par rapport à une faiblesse de scénario ou d'acting, de Non. quoi Alors, il faut clairement améliorer les scénarios, il faut clairement améliorer la façon dont on fait les films, raconter donc ces histoires. Parce que faire un film, c'est un peu, comment dire, Qu'est-ce qui manque, c'est raconter une histoire visuellement. Oui. Nous n'avons pas besoin de tout dire à travers des personnages. Il faut aussi donner l'occasion et l'opportunité à la réflexion humaine d'interpréter les énergies, les moments de silence, tout cela. Par rapport à trouver des places Où est où le avoir sa manque place. et où est la faille Alors, je pense que déjà, il faut penser à réouvrir des salles de cinéma chez nous. C'est impératif. Voilà. Il faut réouvrir des salles de cinéma chez nous où ces films qui sont faits par des réalisateurs et réalisatrices, donc algériens, algériennes, et qui sont interprétés par des acteurs qui sont très très bons, qui ont beaucoup de talent, puissent être vus, appréciés et puis distribués. Il faut, pendant les festivals que nous organisons, il faut inviter des distributeurs qui viennent du monde arabe ou d'Occident ou d'Asie ou d'ailleurs. Il faut inviter des distributeurs et leur montrer ces films, voir si on peut les montrer ailleurs. Donc c'est un challenge en fait. Voilà, ce sont plusieurs thématiques. Voilà, c'est un challenge, que, c'est un grand challenge ouais, effectivement. tout à fait ça. Voilà, voilà. Alors vous aviez, on a encore d'autres questions à vous poser. On pourrait passer des heures en votre compagnie, mais nous avons bien sûr d'autres acteurs, d'autres intranquilles ici sur le plateau de Culture Club. Nous tenons d'abord à souhaiter un prompt rétablissement à Zubeida Ma'amaria qui devait être des nôtres aujourd'hui, entre autres bien sûr pour la valorisation de notre patrimoine matériel mais également immatériel qui est Zubeida Ma'amaria. Eh bien, elle est écrivaine, on lui doit fragments d'histoire et brins de croyance, la 23e heure, mais également la chaîne de l'amitié qui raconte la relation épistolaire entre une Algérienne et une Palestinienne. Mais elle sera des nôtres avec nous dans les prochaines émissions. C'est une promesse que je vous fais. Vous parliez à l'instant d'Oliver Stone, bien sûr. On lui a posé un jour la question ici même, en Algérie, lorsqu'il était de passage à Alger, de la réalisation d'un film entièrement consacré à l'un des pères fondateurs de l'Algérie moderne, bien sûr, un poète, philosophe, à savoir l'émir Abdelkader. Et jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons malheureusement pas de film entièrement consacré à ce poète et à cette grande humaniste. J'ai eu également du plaisir à inviter des auteurs, mais également qui ont consacré des écrits le concernant. Pour ne citer que deux, c'est bien sûr le regretté Boualem Saïh, à travers lequel on a eu dans Culture Club le plaisir de provoquer un débat avec lui, en particulier dans son livre de l'imam Shamil à l'émir Abdelkader, mais également Wassine El Arj dans le livre de l'émir. Aujourd'hui, en 2025, pourquoi n'a-t-on pas un film entièrement consacré à cette figure historique, d'après vous, en tant que réalisateur, Anwar Hasmaïn? D'accord. Alors, je ne pourrais pas forcément donc répondre à la question de pourquoi nous n'avons pas ce film. Mais, Non, mais vous disiez tout Oui, à l'heure oui. qu'il fallait que ce soit nous de produire nos absolument. images, Oui, parce qu'à un tout à moment fait. donné, quand on avait posé la question à Oliver Stone, il disait en ces termes-là, mais c'est à vous de produire un film sur votre... Tout à fait, tout à fait. Et donc, effectivement, cela se rapporte à ce que je disais il y a quelques minutes. Il faut que nous puissions donc raconter notre histoire, notre culture, nous-mêmes, selon notre vision des choses. Parce que, bon, l'émir Abdelkader, Allah yarhamou, est une grande figure. C'est donc, célébrer notre propre vision, la Absolument, célébration de absolument. notre propre vision. Absolument. Alors, non seulement célébrer donc notre propre vision, mais aussi reprendre une humanité qu'on nous a enlevée. Arrachée. Parce que, voilà, on nous a arrachés, effectivement. Bon, des films ont été faits dans lesquels certains de ces personnages historiques ont soit été cités, soit été montrés d'une façon un peu timide, subtile, mais selon la vision d'autrui, de l'Occident.
L'importance de faire un bon film donc, sur l'émir Abdelkader qui se tienne, c'est déjà d'écrire un bon scénario. Et pas un scénario qui veuille supplier autrui d'accepter qui nous sommes. Ou pas et de quelle façon, donc justement, va-t-on donner à voir l'émir Abdelkader? Voilà. Donc il faut déjà se dire, alors c'est quel genre de film qu'on veut faire à propos de l'émir Abdelkader? Est-ce qu'on veut effectivement souligner les grandes valeurs que ce monsieur avait, donc humaniste, scientifique, culturel, poétique, philosophique, effectivement, politique, grand stratège? Est-ce qu'on veut souligner ces choses et puis chapeauter tout cela, sauveur de chrétiens, chapeauter tout cela de la belle culture qu'avait l'émir Abdelkader et dont nous sommes héritiers, ou faire un film qui tout simplement peut-être caricaturerait, et j'espère que ce ne sera pas le cas, on l'espère également, caricaturerait donc l'émir Abdelkader en ce monsieur qui est tout simplement là à peut-être seulement sauver les chrétiens et être ami avec certains occidentaux. C'est pas ça l'émir Abdelkader. Il faut se souvenir que c'est un monsieur quand même qui a sacrifié pratiquement sa vie, sacrifié celle la vie de sa famille. Ouais. Il a vécu comme pratiquement personne ambulante dans la Smala, lui, sa tribu et d'autres tribus algériennes, pendant 18 ans, je pense, 18 ans, à combattre donc l'invasion française, mais à continuer à instruire les enfants, à construire l'État, à organiser donc les gens. Et tout cela, même si on ne peut pas tout raconter dans un film, tout cela doit être exprimé. 3 ouvrages que je vous conseille, qui est également présent lors du Salon international du livre. De l'imam Shamil à l'émir Abdelkader de Boualem Bessayah, le livre de l'émir, bien sûr, de Wassine El Araj, qui sera avec nous dans les prochaines émissions, mais également les femmes de l'émir. Pour la première fois, on l'avait entendu, les femmes donc justement de l'émir pendant l'exil dans leur château d'Amboise. Toute la souffrance qu'elles ont eu à subir, tout le rejet, la mort qui les accompagnait au quotidien. En tout cas, je tiens à vous remercier d'avoir fait une halte sur notre plateau, mais très rapidement, parce qu'on a beaucoup de choses à dire à d'autres intranquilles de la culture. Eh bien, vous êtes le fils de Hadj Smaïl. Dès qu'on parle de lui, on parle bien sûr de dramaturgie, on parle de théâtre, on parle de cinéma. Hadj Smaïl, bien sûr, c'est Chroniques des années de braise, Les enfants de novembre, Patrouille à l'Est, mais également ce cri de pierre, comme le disait si bien Abdelrahman Bouguermou. Est-ce que vous êtes réellement aujourd'hui dans cette transmission de votre père? D'une façon indirecte, je porte papa, Allah yarhamou, Hadj Smaïl. Figure majeure. Je le porte en moi et j'espère le porter dignement. Je veux lui rendre hommage parce que c'est un monsieur, enfin à lui et bien sûr à nos comédiens, nos réalisateurs, nos scénaristes, nos rêveurs, ceux qui veulent créer, comme on dit, the magic, donc de l'art, et qui veulent effectivement contribuer à enrichir notre société. Donc je lui rends hommage, je le porte en moi, et il me l'a dit, genre 2 semaines avant son départ, il m'avait attrapé, il m'a dit, tu sais, je vais partir bientôt, je veux que tu restes fort, et que tu continues à croire en toi-même, et je vivrai en toi, je resterai avec toi. Et à travers toi. Donc papa, je m'adresse à toi, si tu m'entends, tu es quelque part, bien sûr avec Bishterzi, avec Mustafa Kateb, avec Adel Mouhib, et beaucoup d'autres. Tout à fait. Donc je te dis, papa, je suis toujours là. Et j'espère que je t'honore tous les jours par mon éducation. Et le roi Dempsey, sélectionné par la prestigieuse commission royale de Jordanie, qui vise donc justement à faire connaître les créateurs du monde arabe, eh bien, on va certainement lui rendre hommage. Mais là est une autre histoire sur laquelle nous reviendrons dans d'autres émissions. Merci beaucoup, Anwar Hadj Smaïl. Nous vous parlions également de cette émission polyphonique qui écoute, qui a réellement cette grande curiosité humaine avant toute chose, avant qu'elle ne soit culturelle, qui est Culture Club pour
donner de la visibilité, écouter bien sûr d'autres discours, à travers une autre actualité, je le rappelle encore une fois, la fermeture du salon, de la 28e édition du Salon international du livre, édition, coédition, rachat de droits, circulation de nos auteurs, ici même dans le bassin, je le rappelle encore une fois, le Maghreb et le bassin méditerranéen. Il en est question à travers notre deuxième invité, Ahmed Boudelmine, bonsoir. Bonsoir Karim. Merci d'accepter notre invitation. Directeur général de la maison d'édition Al-Qobbiya. On parle d'histoire, on parle de revendications, bien sûr, à travers Al-Qobbiya qui nous renvoie vers une très belle région, à savoir, Biskra, nous le disions, face à la mer. Pourquoi ce choix en particulier? Pardon? Skikda. Skikda, encore une fois, voilà, j'y arrive. Dites-moi, pourquoi ce choix d'Al-Qobbiya en particulier, Ahmed Boudermine? Bon, le choix de l'Qobbiya. Il y a eu déjà deux appellations différentes et aujourd'hui. Exactement. Il y a Dakirat Nas qui est toujours là Oui. et qui portera le nom de la future librairie, donc où j'appellerai plutôt du centre culturel qui va s'ouvrir bientôt. Dakirat Nas qui nous renvoie à une des œuvres majeures de Hna Mostralmi, Dakirat el-Jassad. Oui, presque. Ouais. Mais c'est un peu des amis. لا واحد فيهم الله يرحمه علي الكنز واحد مازال حي un Libanais donc مدير دار الحداثة فرحان صالح auquel on a commencé donc Dakirat Nas. Puis plus tard donc avec Ali el-Kenz Allah yarhamou, on cherchait un nom dans les environs de Skikda. Donc on a eu l'île de Serigina, c'était pas original, c'est pas Skikdi, mais c'est à Skikda, l'Oued Safsaf, etc. Et on est tombé sur Al-Qobbiya. on s'est arrêté sur Al-Qobbiya, qui est le lieu de naissance donc d'Ali, Allah yarhamou, et de beaucoup de gens, Malik Shbel, beaucoup de Une façon de leur rendre hommage également, voilà, de porter, de sauvegarder leur nom et leur mémoire. Beaucoup de membres du PPA MTLD, dont mon oncle, Hussein Lahouel, Tabouche, Ali et consorts qui sont tous vénérables et des gens qui ont milité. 16 ans d'existence aujourd'hui, et un peu plus encore. Et j'espère que l'aventure continuera pendant très longtemps. Encore une fois, Ahmed Boudelmine, parlez-moi de ce que vous a réellement apporté dans le concret cette dernière édition du festival. Festival du livre. Moi, je parle d'un salon, mais également d'un festival de connaissances. Pour moi, le SILA est, moi je l'appelle Ars el-Kitab. La fête du livre. C'est la fête du livre. C'est pas la fête des éditeurs, c'est pas la fête des auteurs, c'est la fête du livre. Et le livre, pour moi, c'est le ciment-colle de la culture. Tout à fait. On ne fait pas de cinéma sans livre, on ne fait pas de peinture sans livre. On ne fait pas de culture club sans livre. Hein. Voilà, on ne fait pas. Et donc, le livre est le ciment-colle. Il ne doit pas être le parent pauvre de la culture. Voilà Force et faille de cette dernière édition, Ahmed Boudelmine. La force, c'est toujours le public. La force, qui était de plus en plus nombreux, j'ai entendu dire. Qui est. Mais il ne doit pas être la seule mesure du SILA. Le SILA se mesure, oui, par la présence et l'affluence, se mesure aussi par la présence de maisons d'édition, ça se mesure par la présence d'auteurs qui participent à des séminaires, etc. À des rencontres. Il se mesure par le nombre de livres produits. Il se mesure par la qualité de notre production, des livres. Donc, il se mesure par... Il y a pas mal de paramètres sur lesquels nous devons, chacun et chaque instance, comment dirais-je, à valoriser à sa juste valeur et permaniser dans des statistiques. Et ça, c'est le bilan du SILA. Une édition, cette dernière, est arrivée à se professionnaliser. Pendant de longues années, nous parlions de la foire du livre. Aujourd'hui, on parle justement du Salon international du livre, où l'Égypte, également la Mauritanie était bien sûr invité d'honneur. D'après vous, qu'est-ce qui a le plus marqué cette dernière édition?
Ça, c'est en premier lieu. Et dans cette édition-là, comme votre maison d'édition Al-Qobbiya, nous sommes réellement dans une forme de multilinguisme extraordinaire, où la langue arabe, française, anglaise et amazighophone avait la part du lion. Donc pour moi, je persiste et signe donc, que les deux, je suis francophone, hein, donc on ne va pas encore chipoter sur ça, que les deux langues dans lesquelles nous devons produire le maximum, c'est l'arabe et l'amazigh, pour essayer de faire un truc. Et ne jamais oublier que toutes les langues sont les bienvenues, mais les langues les plus parlées dans le monde. Nous avons l'anglais, nous avons le russe, nous avons le chinois, nous avons aussi le français, l'italien. Et où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Notre histoire éditoriale en est où en matière des langues, Ahmed Boudarmine? Je ne sais pas. Pour moi, les gens sont toujours focalisés sur ce qui les retient eux-mêmes, quoi. Moi, je suis francophone, je ne fais que du français. Moi, je suis arabophone, je ne fais que de l'arabe. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je suis d'accord qu'un éditeur doit être là au service du lecteur et au service de l'auteur. Et il fait la jonction entre les deux et il doit promouvoir tout ce qui est utile. D'accord, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce qu'on est réellement aujourd'hui à professionnaliser aujourd'hui? Est-ce que nous sommes arrivés à capitaliser aujourd'hui ce rendez-vous entièrement consacré au livre lors de cette 28e édition? Est-ce que le problème de la visibilité de nos auteurs pose problème? Est-ce que le problème de la circulation des imaginaires, de nos bâtisseurs de nos imaginaires aujourd'hui ont de la visibilité? Bien avant que cela ne soit dans le Maghreb ou à l'étranger, d'abord, est-ce que vos auteurs, parce que vous représentez la maison d'édition Al-Qobbiya, vont à la rencontre de leurs lecteurs sur l'ensemble du territoire national? Parce que le point noir, vous le disiez bien avant le début de l'enregistrement de l'émission, reste encore une fois la faille du monde de l'édition, même si nous en parlons depuis une trentaine d'années, reste la distribution. Oui, la distribution. Pour ma part et la part de mes auteurs, nous sommes en train de nous organiser. C'est vrai que cette année, ça a été un peu perturbant avec, je vous ai dit, la réalisation de la... On s'est dit beaucoup de choses avant le début de l'enregistrement de l'émission. Mais ce qui est bien, c'est que nous sommes à la recherche et nous sommes en profondeur. Nous allons vers le lecteur. On est à Annaba, on est à Biskra, on est à Ouargla, on est à Oran, on est à Biskra. À Biskra. Oui, à Biskra. Oui, à Biskra. Madame Fella Andalusia qui a fait quand même quelques beaux livres sur Camilla, sur des nouvelles comme un hybride, nouvelles, poésie, etc. Et donc nous allons en Marcazitani qui se déplace. Il a plus de 80 ans. On va montrer vos ouvrages avant la fin de l'émission. Celui qui a fait l'ombre, le mur des ombres. C'est vraiment quelqu'un à plus de 80 ans, il se déplace. Vous portez vos auteurs, vous les accompagnez. C'est une chose très importante. Justement, aujourd'hui, quelle est la ligne éditoriale d'Al-Qobbiya par rapport à d'autres maisons d'édition à qui nous allons donner de la visibilité à partir de la semaine prochaine, comme Kasbah, comme Shihab, comme Barzakh, comme Laneb, comme Lenag, pour ne citer que celle-ci, pour que les téléspectateurs ne disent pas que Karim Abiti a ramené Al-Qobbiya pour la promotion. Loin s'en faut, hein, parce que l'année est encore bien longue aujourd'hui. Quelle est votre spécificité? Quelle est la valeur ajoutée que vous avez par rapport aux autres maisons d'édition, Ahmed Boudarmine? C'est l'algérianité. Je n'ai pas de ligne éditoriale. Vous allez voir des bouquins qui sont devant vous. Vous avez la sociologie, de l'histoire, de l'histoire de l'aviation, humeur d'écriture. Quelqu'un qui a écrit, c'est Taïeb Kennouch, qui a écrit ce qui lui passait dans la tête. Écoutez, moi j'ai réellement l'impression que vous consacrez une grande part à l'écriture, à la mémoire et à la révolution. Quand j'ai entre les mains les révolutionnaires de Giouville et cette actualité brûlante, malheureusement, le génocide de Gaza, c'est un peu l'histoire qui porte, ou du moins c'est la fondation première de votre maison d'édition, Ahmed Boudarmine, l'histoire et la mémoire. Est-ce que vous êtes d'une certaine façon, au bout de 16 ans d'existence, en train de vous spécialiser? Non, j'essaye de rester moi-même. L'histoire a sa part, la sociologie a sa part, même la psychologie a sa part, et le roman est
le conte pour enfants. Tous, chacun a sa part. Vous définir, Vraiment. vous définir serait vous enfermer dans une case et Oui. vous lutter contre toute forme Oui, d'enfermement. exactement. D'accord. Aussi bien linguistique que sectoriel. Je ne veux pas. Je veux que ma maison, la maison de tout le monde, soit réellement la maison de tout le monde et tout le monde trouve moyen de s'exprimer. Le monde de l'édition a connu une crise terrible. Hein. Oui. D'abord pendant la période du coronavirus, et puis après, bien sûr, tout a sauté en éclats, tout a volé en éclats, pardon. Eh bien, la crise du livre, du papier n'a absolument rien arrangé à l'affaire. Ah non. Et pourtant, vous continuez aujourd'hui à rester debout et justement à aller à la rencontre contre vents et marées à vos auteurs et justement de votre public. Qu'est-ce qui conditionne l'édition d'un ouvrage? C'est d'abord une histoire qui vous parle de vous en tant que lecteur, Ahmed Boudermine. Tout d'abord, ma spécificité, si je dois le dire comme ça, je ne suis pas un Simplement éditeur, vous êtes Je pluriel. ne suis pas un éditeur. Je ne suis pas né éditeur. Je connais Vous rien l'êtes de devenu, l'édition. Je ne connais rien de l'édition. C'est l'amour des mots qui J'ai a fait que connu vous deveniez J'ai éditeur. connu l'édition après ma retraite. Hein? Donc j'ai connu l'édition en 2007-2008 et là Ça ne s'est jamais arrêté. j'avais fait déjà une carrière de logisticien et de manager. Voilà. Après, ce qu'il y a, c'est que ce rapprochement entre l'éditeur et l'auteur. D'abord, l'auteur, je prends un café avec lui. Hein? Mais au-delà de cela, le rapport éditeur-auteur, c'est un long fleuve tranquille ou une mer rouleuse? C'est les deux. Oui, c'est les deux. Parce que bon. j'ai dit, on va se mettre autour d'un café, on va discuter. Ouais. Ou l'auteur et moi-même tombons sur la même longueur d'onde et on se met tout de suite d'accord. Ou alors, on prend le manuscrit et on commence à le décortiquer. Très bien, il nous reste moins de 12 minutes parce qu'on doit également consacrer les 10 dernières minutes à notre troisième invité. Aujourd'hui, le Salon international du livre a refermé ses portes. Et après, comment vous allez justement accompagner vos auteurs, Ahmed Boudermine? C'est toujours. Je suis avec eux et comme je vous dis, Mais Alger n'est pas l'Algérie dans le sens où tous ceux qui nous regardent, nous ont écoutés, n'ont pas eu cette possibilité, cette opportunité ou les moyens de se déplacer vers Alger, vers le Salon international du livre. Est-ce que vous allez donc justement à leur rencontre on va y aller vers eux. en organisant des journées entièrement consacrées au livre? L'après-salon, moi ce qui m'intéresse le plus aujourd'hui, j'imagine ceux qui nous regardent se posent la question, qu'est-ce qui va se passer? Le point, enfin je veux dire, la chose la plus importante, c'est l'après-salon. Nous avons produit à peu près une vingtaine ou un peu plus de livres cette année, de titres, et nous allons prendre ces bouquins qui seront distribués, pas à travers toute l'Algérie, mais dans pas mal de régions, donc à l'Oranais, à l'Est, un peu au Sud, le Centre, et après faire des déplacements vers les populations pour faire des ventes dédicaces chez les libraires, et inviter, parce que nous allons ouvrir notre café littéraire, et là, nous allons faire des invitations pour les gens qui viennent. Et également, vous avez un espace extraordinaire au niveau même d'un quartier populaire et populeux également, c'est Bab el-Oued. Hein. Vous n'êtes jamais loin de la mer. Hein. Non. Jamais. Toujours. Elle vous habite. Toujours. J'aime bien la mer. En tout cas, merci beaucoup d'avoir fait une halte ici et rappelez également quelques-uns de vos ouvrages pour lesquels nous avons eu un coup de cœur parce que vos auteurs vont certainement avoir une visibilité, une place sur le plateau de Culture Club, comme d'autres auteurs de maisons d'édition. Je vais en citer quelques-uns. Farid Bouyahia, à la source, bien sûr. Sans récit, un regard sur le monde, du fond de mon âme, du fond de mes pensées. C'est des chroniques poétiques et citations. Farid Betat, Sentence, mais également l'actualité qui nous rattrapera. Encore une fois, le génocide de Gaza, l'arme révoltante de la faim, encore une fois de Abdelkader Hiresh et de Jamil Alounis. Belhadj, les révolutionnaires de Gueville,
un ouvrage qui, encore une fois, nous fait visiter ou revisiter une page sombre de notre histoire. Histoire de livres, et qu'il est doux d'écouter des histoires, comme le disait l'un des pères fondateurs de la littérature algérienne, il s'agit bien sûr de Mouloud Ferraouni. Les histoires, la préservation, la valorisation, la réhabilitation de notre patrimoine oral, il en est question à travers ces 12-13 dernières minutes de l'émission entièrement consacrée à Mina Belmihoub. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à toi, Karim. Avec un énorme plaisir. Tant que vous êtes d'actualité, vous aurez une place sur notre plateau. On va revenir à quelques événements qui ont été portés par le conte et l'imaginaire extraordinaire. C'est les Nuits étoilées d'Aïteni, l'ouverture du festival européen qui a eu lieu à Timimoun, où vous étiez également présente. La nuit du conte, mais également la révolution racontée aux enfants. Il y a réellement aujourd'hui une place du conte dans une société en éternel mouvement où l'IA, l'intelligence artificielle aujourd'hui, a pratiquement tout emporté sur son passage. La part du rêve et de l'imaginaire, j'ai bien envie de vous entendre nous en parler. Sauf avec mon tempérament franc, j'ai un franc-parler, je te dirais que, et je crois que là, ça fait 7 ans d'arrière, on était venus avec Maîtref et Nudjay, et je redis la même chose, le conte n'arrive pas à sortir la tête de l'eau. On a beau dire. Comment vous l'expliquez, comment je Mina l'explique? Belmihoub? Vous travaillez énormément. Ouais. Vous allez bientôt faire paraître un livre entièrement consacré au conte, entre la poésie et le conte. Et aujourd'hui, vous avez eu cette visibilité à travers une dizaine d'événements, et vous dites qu'aujourd'hui, le conte n'a malheureusement pas encore sa place dans une société Franchement, qui se cherche et se c'est recherche. vrai que nous avons, nous les conteurs, parce que je ne peux pas parler à la première personne, il n'y a pas que Mina. Sur l'Algérie, il n'y a que 23 conteurs. Donc Et répertoriés, professionnels. Oui, avec leur carte d'artiste. C'est peu ou c'est beaucoup, Mina Belmihoub? C'est peu parce que, bon, je ne veux pas sortir sur un territoire de milliers et de milliers de kilomètres. Ben oui, parce que là, je pense que nous sommes quand même 10 conteurs à vouloir former une nouvelle génération, leur léguer tout ce que nous avons, parce que nous n'avons pas le droit de tout garder pour nous. Parce que vous avez souvent organisé cette opération de collectage continuel et perpétuel pour l'écriture de vos contes. Donc, mais la raison, je ne sais pas, le conte reste, au jour d'aujourd'hui, le parent pauvre, ça va être un peu fort de ma part, mais on folklorise le conte et il n'a pas sa place. Le conte n'est pas un art. Voilà, c'est ça. Mais qu'est-ce que vous faites au quotidien pour donc justement le valoriser? La ministre actuelle de la Culture a donné ordre il y a seulement quelques semaines à travers son discours qu'il fallait impérativement, nous sommes réellement dans l'urgence de sauvegarder notre mémoire orale. C'est une bonne chose. Je pourrais te dire que c'est une bonne chose, parce que tant qu'on fait des choses pour le conte, ou là, tant qu'on avance dans le conte, moi je suis heureuse. Mais excuse-moi de te dire que moi je n'étais pas invitée. Après 18 ans. À débattre autour de la thématique donc je ne sais pas de la valorisation du conte. Je sais, j'ai un peu lu comme ça sur les réseaux, je sais que c'était une rencontre pour, comment dirais-je, pour que le conte intègre les bibliothèques, les écoles, chose qui est primordiale. Nous en parlons depuis une trentaine d'années. Mahaïlia, Mina, Hamouch, nous sommes les premières conteuses sur la place d'Alger, sorties de l'atelier de Mohamed Bardadi, et puis notre stage pratique. Excusez-moi, comment aborder, comment repenser le conte, Mina Belmihoub, aujourd'hui? Est-ce qu'on peut réellement dire que le conte a une origine, une identité? Tous les personnages, on les retrouve aux quatre coins du monde. Il n'y a que le nom, les situations parfois qui diffèrent. Mais les histoires se ressemblent toutes aujourd'hui. Ils voyagent. Donc justement, ils savent à tout de voyager. Et puis, il n'y a que de contes, Allah Barak.
Et bon, le problème, c'est que le conte n'a pas été transcrit. On commence à transcrire dans Ma'amriya, qui a transcrit Zubayda près de Ma'amriya. Zubayda Ma'amriya, Inch'Allah, sur le chiffre, mais qui a transcrit près de 600 contes. On parle de 1200 en ce qui la 1200, concerne. voilà, Ouais, tout à trois fait. livres, là, et voilà. Et puis, après... Où est-ce que vous allez nous entraîner dans cet ouvrage-là qui paraîtra bientôt chez ANEP Éditions? Est-ce qu'on est réellement dans la création? Est-ce Ouais. qu'on est réellement dans une forme de collectage ou de transmission continuelle des contes qu'on a déjà écoutés? Ou est-ce que nous sommes réellement dans de nouvelles approches dans vos univers, Mina Belmehouba? كريم نقدر نقول لك bon, je pourrais dire création, بصح مهما يكون le patrimoine m'habite. Donc dans les contes, bon pour la poésie, je dirais que c'est de la création à 100%. Ce sont vos propres poèmes que vous portez dans cet ouvrage? Oui, ça va être mes propres poèmes. Pour le conte, vous savez, c'est-à-dire on ne peut pas se dissocier des contes des premiers, quoi. Je ne sais pas si j'arrive à le... Parce que c'est très profond. Non, mais il y a une très fois, profond. le fil ne s'est jamais coupé, c'est ce que Non, vous non, voulez dire non, par là, non. par Et rapport à puis, tout ce que il y a- vous avez entendu, tout ce qui Il vous y a aura des nourri. personnages qui atterriront dans mes contes. Ouais. Ouais, il y aura Ahmed des Boudermine, personnages. vous aussi, Ahmed vous accordez une Boudermine, place importante à la tradition Il orale m'a dans dit. votre maison d'édition. Technique. Oui. Je trouve que nous devons commencer le conte par la tradition orale. C'est-à-dire le conte est pris dans le temps. D'ailleurs, mes collections s'appellent Hajili, de l'Hijaz. Et nous devons commencer à initier l'enfant à 3, 4 ans, 5 ans à lui lire le conte, le conte traditionnel. Excusez-moi. Qui doit faire son entrée dans Même les écoles un d'abord, enfant, hein, aussi. hein. Ouais, non, même maintenant, même parce 2 ans. qu'un Voilà. enfant, ça, on commence, c'est- on ah bah commence ouais, très tôt. c'est une, et c'est après, une page vide. c'est l'initiation Le à la nourrir, lecture. hein. L'initiation Tout à la à fait. lecture. Il Ouais. commence à lire les contes. Ouais. Après, il y a ce qu'on appelle la deuxième phase, comme avait dit la dernière fois notre ami Zubayda Ma'amriya. Il y a les 3 phases. Ouais. Il y a la phase de construction de la personnalité et la phase du raisonnement. Il y a aussi Et après, on le l'imagination. lâche. il y a également la aussi, place que doit Imagination. impérativement avoir le conte dans les écoles. hein. Ouais. Même Oui. s'il faut parfois Ouais. repenser Très important. Oui, oui, C'est mais important. elle commence l'école. Mais elle C'est commence important. l'école, elle commence à la maison. Elle commence avec les parents. S'il n'y a pas de parents qui initient, famille qui porte. voilà, qui initie déjà à la lecture l'enfant, l'école ne pourra rien faire. Mais en venant avec des outils et avec armée, l'école se déclinera. Même si elle est un peu résistante, on peut en parler de l'école qui n'a pas joué. La refonte du système éducatif, c'est un autre débat. Ouais, hein. qui n'a pas joué son rôle, ok. Mais d'abord, jouons le rôle, notre rôle de parents. D'éducateur. Et après, on ira. Est-ce que je peux rebondir Bien sur sûr, quelque chose? Mina Belmehouba. Moi, je vous dirais, je ne suis pas d'accord avec vous. Pourquoi? Parce que je sais que moi, on ne m'a jamais raconté de contes. Ça, je le dis. Moi, c'est Enfin, l'école. C'est l'école. Ouais. Donc, mon enseignante qui n'est plus à présenter, Awawish, conteuse, et elle fait de la bouqala, excuse-moi, Awawish Ben Saïd, voilà. Et ben, elle prenait 10 minutes, 3 fois par semaine, on montait sur scène, on racontait, et on avait un livre qu'il fallait résumer. Donc, ça a joué un rôle dans ma vie. Bon, c'est vrai que j'ai commencé par la poésie, mais ça, c'est resté. Hein. Quelle langue pour quel conte? Quelle langue doit-on adopter dans le conte, Mina Belmehouba? Moi, je dirais Dites-moi. toujours la Darija. Le Darija. L'arabe dialectal. Puis, je compte en français, on peut compter en tamazir. Mais Mais ce qui est bien en vous, c'est que vous vous mettez en scène. Hein. Vous Ouais. conditionnez donc justement les grands enfants que nous parce sommes. que le conteur n'a pas de décor. C'est toute une mise en scène. hein. Donc, le conteur doit être très concentré, il y a le regard. Vous savez, il y a même tout ce qui est... il faut avoir beaucoup d'énergie. Et ça dépend dans quelle énergie on est, mais
le conteur, parce qu'entre le conteur et le théâtre, il n'y a qu'un petit poil comme ça. Sauf que le conteur n'a pas de décor, il est tout, il est là. Son décor, c'est son imaginaire qui n'a Ouais, pas de frontières. voilà, c'est ça. Voilà. Et puis il y a la magie aussi. La magie Comme celle que nous essayons de provoquer moi, à chaque fois que j'ai chaque dimanche raconté, soir. j'adore ces spectateurs qui me disent « Waouh, on a voyagé !» Mais pourquoi il n'y a pas de spectacle, il n'y a pas plus de spectacles? Et pourquoi, par exemple, pour les nuits Ramadan, les gens ont soif Ah ben, comme pour de Culture tout Club. ça. Chaque, Bah oui, oui. chaque dimanche soir, où nous célébrons encore une fois notre propre vision du monde, chacun à sa façon, à sa manière, en littérature, en peinture, au théâtre, au cinéma. C'est tout ça que nous vous proposons sur un seul et même plateau, à travers, encore une fois, cette musique de nuit qui nous annonce la fin de l'aventure, encore une fois, de Culture Club. Je n'ai pas besoin de vous dire que la culture est une parenthèse enchantée, mais elle arrive quand même, ce moment suspendu arrive à son terme après pratiquement 1 heure de débat. Et pour cette autre aventure, nous recevions ce soir Anouar Hasmaïl. Merci d'avoir été des nôtres. Merci de m'avoir invité. Et nous c'est un aurons plaisir. certainement le plaisir de revenir sur les ombres de la Casbah. On n'a pas eu le temps de provoquer encore une fois, parce que vous l'aurez certainement remarqué, l'animateur et le grand curieux que je suis a 1001 questions à poser à ses invités. Avec plaisir. Un grand merci Ahmed Boudermine. Merci beaucoup. Des livres, il faut lire, il en restera toujours quelque chose. Inch'Allah. Un grand merci Ahmed Boudermine. Un grand merci également à vous, Merci à Mina toi, Belmehoub. merci à toi. Merci madame, merci messieurs, merci de votre fidélité à Canal, au programme Canal Algérie en général et de Culture Club bien sûr en particulier. Alors si vous avez manqué cette émission et si nous vous manquons, allez savoir, elle sera rediffusée le jeudi matin autour de 11h. Que la nuit vienne apaiser nos esprits parfois si tourmentés et à la semaine prochaine pour vivre ensemble de nouvelles aventures. Merci à vous, merci. Merci.